Euh, Bonjour tout le monde, bienvenue à ceux et celles qui sont dans la bibliothèque de l'IRMC, de l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain. Et puis merci aussi à celles et à ceux qui nous suivent par Facebook Live. D'abord, pardon pour le petit retard, j'espère que vous ne nous avez pas trop attendu. Ça, c'est les aléas, comme on dit, du direct. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'organiser la 5e séance du 2e cycle du séminaire El Khmis Studio que j'anime avec Jamy Furnis pour la 2e année. Et cette année, donc pour le cycle 2020-2021, nous avons entendu déjà 4 collègues, Marouane Taleb, Mohamed Ali Marouani, Jamy Furnis et Martha Luceno Moreno. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Hiba Ben Mefteh, une jeune collègue libyenne qui est docteur de l'université de Sfax. Donc vous êtes économiste et docteur de l'université de Sfax. Et donc nous sommes ravis, Jamy et moi, de marquer de façon encore plus visible un croisement avec un autre pan des activités de l'IRMC, c'est la coopération avec l'université libyenne. Je vais laisser Neila Saadi en parler tout à l'heure, mais je voudrais juste dire que cette coopération dure depuis 3 ans et je trouve cette dynamique très rassurante et très importante pour l'avenir des relations scientifiques entre la Tunisie et la Libye. Et dès le départ, avec la Libye, nous avons mis l'accent sur des ateliers méthodologiques et pluridisciplinaires en direction des étudiants de master principalement. Donc, il y a une semaine doctorale en 2019, une école doctorale aussi en mars 2020, et puis un MOOC d'initiation méthodologique en sciences humaines et sociales, dont va probablement nous parler Neila tout de suite. Je laisserai Neila à faire la modération et présenter un peu cette coopération scientifique avec la Libye, qui est en train de prendre une allure de croisière. Je voudrais juste rappeler que la séance dure à peu près 1h30, mais que nous émettrons pendant 1 heure à peu près pendant l'exposé de Hiba Ben Mefteh, à qui je donne la parole et que je remercie vraiment d'avoir accepté d'animer cette séance avec nous. Merci beaucoup et marhaba bik. Et donc, Neila, tu vas peut-être un peu présenter la coopération libyenne et aussi un peu plus Hiba avec nous. Voilà, on est bien. Euh, alors bon, je vais quand même, je vais le garder comme ça. Donc bonjour tout le monde, ceux qui sont présents et ceux qui nous suivent sur la page Facebook de l'IRMC. Je suis doublement heureuse aujourd'hui parce que nous accueillons Hiba à l'IRMC, parce que c'est une boursière du projet que je vais brièvement présenter après, la jeune recherche en sciences humaines et sociales, un outil de développement au service de la Libye. Et mon double plaisir parce que nous coordonnons cette action aujourd'hui avec mes collègues à l'IRMC, Jamie et Khmar, dans le cadre des séries de rencontres qu'ils organisent depuis 2 ans, comme avait présenté Khmar, le Khamis Fait Studio. Je vais commencer par présenter le projet très brièvement pour ne pas prendre du temps sur le temps de Hiba. C'est un projet qui est soutenu par l'ambassade de France en Libye, qui a démarré l'année dernière, où il y a plusieurs activités. L'objectif global de ce projet, c'est de renforcer les capacités des jeunes chercheurs. C'est vraiment destiné aux jeunes chercheurs, comme Hiba par exemple, et comme d'autres Libyens qui ont bénéficié et qui vont encore bénéficier de ce projet. Nous avons déjà attribué des bourses l'année dernière, et comme je viens de dire, Hiba en a bénéficié l'année dernière. Nous avons monté un MOOC, une formation en ligne en méthodologie de la recherche en sciences humaines et sociales. D'ailleurs, la semaine prochaine, nous allons clôturer ce MOOC et faire une petite cérémonie, on va dire, même si c'est en ligne, de remise des diplômes. Nous allons aussi organiser une formation pour nos collègues et enseignants libyens de l'université libyenne. Et il y a des publications, il y aura d'autres rencontres similaires à celles que nous organisons aujourd'hui.
Et voilà, et je suis très contente que Hiba est avec nous pour présenter en fait une partie du travail qu'elle mène dans le cadre de sa thèse. Donc sans plus vraiment tarder, je donne la parole à Hiba et merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci de votre accueil. C'est vraiment un honneur en tout cas pour moi d'être ici parmi vous. Bienvenue encore une fois dans ce séminaire au cours duquel je vais vous présenter mon projet de thèse intitulé Variabilité climatique, choc économique et migration internationale, études théoriques et investigations empiriques. Au cours de mon projet de thèse, je me focalise essentiellement sur un triptyque de sujets, à savoir, on va dire un triptyque plutôt de thèmes, à savoir le changement climatique, l'immigration et la pauvreté, qui aujourd'hui, on remarque dans la plupart des écrits théoriques, possèdent une relation qui est assez complexe et que nous pouvons voir justement dans les ordres de nature essentiellement économiques, politiques ou bien sociales. Cette complexité, nous pouvons également les apercevoir en particulier dans les travaux qui portent sur les causes des migrations climatiques et environnementales. Bien évidemment, les études théoriques qui portent sur les migrations internationales se concentrent essentiellement sur deux modèles essentiels, à savoir en économie ce qu'on appelle les modèles de première génération et les modèles de deuxième génération. Donc, dans le modèle de première génération, il a été proposé par Todaro en 1970 et c'est un modèle en fait qui montre que le migrant migre essentiellement parce qu'il a le désir de migrer et d'améliorer son statut économique en particulier. C'est ce que nous pouvons donc comprendre. Pardon, juste le diapo d'après. Oui. Ah bah d'avant, pardon. Je voulais éviter que ça me trompe. Ouais, d'accord, pas de problème. Le migrant désire essentiellement migrer parce qu'il veut améliorer son statut économique. C'est la raison pour laquelle on dit la plupart du temps que ça reste justement un argument principal dans le processus de décision de migrer. Par la suite, on a bien évidemment le modèle de deuxième génération. C'est un modèle en fait qu'on peut dire aujourd'hui en fait comme une extension qui a un aspect beaucoup social et qui est aujourd'hui utilisé pour décrire le déséquilibre et les discontinuités, je dirais, sociales entre deux secteurs, à savoir le secteur traditionnel et le secteur urbain, qu'on appelle aujourd'hui dans le marché du travail. Et au niveau des deux secteurs, on a le secteur traditionnel qui est essentiellement caractérisé par un plein emploi et le secteur moderne qui est aujourd'hui, dans la plupart des pays, qui est caractérisé par un chômage qui est très important. Aujourd'hui, même si on migre vers des secteurs urbains, on a toujours un chômage qui est là, qui persiste. Et ce n'est pas le fait en fait ce n'est pas le fait de créer donc des postes d'emploi, de créer dans l'emploi qu'on pourrait justement faire face à ce chômage-là. Donc c'est au-delà en fait de ces dimensions que je viens de préciser. Donc aujourd'hui, on reconnaît le fait que les facteurs non économiques, comme j'ai dit bien évidemment, jouent un rôle très important dans le processus de décision migratoire. Donc en particulier, la plupart des approches théoriques en fait en économie traitent ce qu'on appelle la mobilité spatiale. C'est un aspect en fait qui permet de relier pratiquement tous les approches en sciences économiques. D'un autre côté, aujourd'hui, on peut remarquer que l'augmentation de la température, elle a pour risque d'engendrer des changements climatiques qui sont graves et qui pourraient justement se répercuter sur les efforts aujourd'hui qui sont faits ou consentis en faveur du développement, en particulier dans les régions défavorisées. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, les changements climatiques constituent une donnée qui est majeure, qui est importante et qu'il faut essentiellement prendre en compte dans la plupart des études des courants migratoires. Donc, au niveau de l'étude théorique, il existe deux différentes dimensions qui se cristallisent autour de deux oppositions majeures. En économie, on a ce qu'on appelle les approches microéconomiques et macroéconomiques. Les approches microéconomiques s'intéressent particulièrement à l'étude du comportement individuel de l'agent, de l'individu. Et on a ce qu'on appelle l'approche macroéconomique qui s'intéresse à l'étude des indicateurs globaux en économie.
Et donc, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une opposition qui est importante entre les migrations internes et migrations internationales, et dans la mesure où on peut avoir également deux volets qui sont distincts. Le premier, en fait, volet d'opposition se base sur la dimension spatiale des flux migratoires, et le second se base sur les approches, en particulier microéconomiques, ou on peut dire macro-structurelles. Les approches macroéconomiques, comme j'ai dit, s'intéressent donc en particulier sur l'étude des indicateurs. Qui dit indicateur dit essentiellement l'étude de la différence géographique entre l'offre et la demande de travail, qui est aujourd'hui très très étudiée pour mettre en relief ou pour insister sur le déséquilibre qui se présente sur les deux secteurs. On a ce qu'on appelle également les modèles push and pull qui s'intéressent en particulier sur les facteurs moteurs en fait des migrations. Et on a par la suite, à partir des années 62 à peu près, des approches qui sont beaucoup plus, on va dire, orientées vers l'aspect social, vers l'aspect en fait qui est en relation avec le capital humain, etc. Donc on a une vision qui est assez optimiste en faveur des migrations qui aujourd'hui, on pourrait dire, agissent de façon positive sur le développement. Bien évidemment, les théories, en fait, par exemple, qui ont été abordées par Lewis vers les années 50 ont été très, très utilisées par la suite dans les théories de ce qu'on appelle les théories de segmentation. Apparue vers les années 1960, cette théorie, en fait, a été mise en place pour objectif de lutter contre la pauvreté. Et donc, elle a été constamment prise en compte également dans l'étude des différenciations permanentes du monde salarial en catégories distinctes et qui met, comme j'ai précisé tout à l'heure, en relief les discontinuités sociales. Elle permet également donc, de structurer les emplois et les travailleurs en fonction donc, de différents segments, donc on a des segments différents, qui prend en compte donc des facteurs en fait qui sont au-delà des facteurs classiques, c'est-à-dire qui dit classique dit essentiellement la qualification, etc. Mais c'est des facteurs en fait qui s'intéressent par exemple à des dimensions qui sont beaucoup plus sociales, comme par exemple au niveau des travailleurs, on se concentre par exemple essentiellement sur le niveau de qualification des parents, par exemple, etc., dans la plupart des travaux récents. Donc aujourd'hui, le salaire en fait est assez endogénisé dans l'étude du marché du travail. Donc aujourd'hui, on peut dire que en fait, cette approche de segmentation, elle établit donc une correspondance qui est assez bi-univoque, pardon, c'est-à-dire elle traite des segments 1 à 1 en fonction d'un jeu de critères de sélection qui est assez sophistiqué pour les emplois et qui permet justement de faciliter les procédures d'intégration ou d'insertion des travailleurs dans l'aspect économique qui est aujourd'hui très très posé justement dans ce qu'on appelle les solutions qui sont proposées en termes de politique publique. Donc au niveau de mon projet de thèse, je m'intéresse à de différentes questions, à savoir, donc la première en fait, elle porte sur donc, ce qu'on appelle la dégradation environnementale, c'est-à-dire est-ce qu'elle est vraiment derrière le déclenchement d'une crise politique ou plutôt elle est générée ou déclenchée par la négligence et inefficacité d'un État qui est aujourd'hui faible et en crise et qui est incapable de gérer efficacement aujourd'hui ses ressources. Quels sont éventuellement les facteurs d'attraction, ce qu'on appelle les facteurs push and pull, les facteurs répulsifs et attractifs, qui seront également les plus déterminants quant à la mobilité des personnes à l'échelle également internationale. Au niveau de ces déterminants, la question des événements violents aujourd'hui, nous ne pouvons pas l'éviter. Que peut-on dire également de ces impacts-là? Donc, aujourd'hui, donc, au niveau du séminaire, je vais essentiellement prendre en considération trois axes, à savoir les défis, les impacts et les priorités. Au niveau international, j'aimerais tout d'abord présenter un espèce d'état des lieux, c'est-à-dire donner une petite idée générale sur les précipitations, les ressources et ce qu'on appelle donc les répartitions des ressources qui est aujourd'hui inadéquate et inégale à l'échelle internationale. On a donc une très faible valorisation de l'eau qui est aujourd'hui appelée l'or bleu. On sait très bien que, comme on pourrait dire, dans 30 ans, il n'y aura pas d'eau. Donc aujourd'hui, il est très faiblement valorisé.
surtout dans les pays du Maghreb. On a également une baisse de précipitations qui est très importante. De façon générale, en ce qui concerne aussi l'eau, on peut dire qu'il y a une surexploitation des nappes, on a une pollution qui persiste. Donc les efforts qui sont consentis depuis que le protocole de Kyoto a été mis en place et sont aujourd'hui inefficaces. Et donc on a également des événements extrêmes aujourd'hui qui se répètent, notamment donc, ce qu'on appelle les inondations, l'érosion côtière, etc., qui possèdent aujourd'hui donc des effets qui sont très très néfastes à l'échelle globale. Au niveau des pays du Maghreb, j'aimerais tout d'abord donc commencer par la Libye. La Libye en fait est considérée comme un pays qui est assez aride avec un climat qui est en fait assez semblable à celui de la Tunisie, mais qui possède un gradient donc qui est assez différent, des nuances qui sont plutôt liées au relief. On a les régions par exemple du centre et du sud-ouest qui sont très très touchées par la désertification. Donc la Libye c'est environ plus de 95% en fait c'est le désert, donc donc la Libye est vraiment caractérisée par la désertification. La région de l'Est, notamment les régions de Baïda, Benghazi et Shahat, etc., sont très touchées par les inondations. On a une échelle qui va de 3 à 5 ici, comme sur la carte. On a une très forte dépendance également vis-à-vis de l'agriculture, notamment au nord. Aujourd'hui, donc on a un indice par exemple de dépendance qui monte jusqu'à 0,5 par rapport à 1. Et ce qui est dommage en fait, c'est que donc la région du nord, elle est favorable pour la cultivation, mais aujourd'hui, elle est vraiment très très délaissée. En ce qui concerne la Tunisie, aujourd'hui, ça reste en fait, donc le changement climatique reste une question d'actualité. À l'horizon de 2050, on anticipe et on prévoit une tendance générale à la baisse en termes de précipitations mensuelles. Aujourd'hui, donc au niveau du nord, on a une importante variabilité qui va jusqu'à 30% pour le nord et qui va à plus de 50% au sud, en particulier vers les régions de Sfax, Gabès, etc. Et Rmada a un pourcentage de 61 environ 43%. À l'horizon de 2100, les tendances futures, elles seront beaucoup plus importantes et elles vont présenter une baisse qui persiste sur toute la Tunisie. Pour Sfax en particulier, on prévoit une diminution de plus de 78% des précipitations qui va marquer au bout du temps un gradient important entre la région du nord et la région du sud. Les projections en général des précipitations montrent que l'aridité elle va beaucoup plus évoluer dans le futur et ce qui va provoquer des migrations beaucoup plus importantes vers les régions du nord, ce qui va montrer de plus en plus la vulnérabilité des régions du sud en termes de manque de ressources d'eau disponibles. En ce qui concerne la mer, il y aura éventuellement une élévation accélérée, donc à une hauteur d'environ 50%. Dans l'horizon en 2050. En ce qui concerne les régions du Moyen-Orient, aujourd'hui la question de l'eau elle reste au cœur des conflits. Donc on est très très dépendant, c'est-à-dire que 80% des ressources proviennent essentiellement de l'extérieur. On a pu apprendre essentiellement donc, de la crise du Covid que la plupart des pays n'arrivent pas à coopérer. On devient très très dépendant, c'est-à-dire que aujourd'hui, même pour se procurer des masques, on importe des pays voisins ou on importe d'autres pays, donc on n'arrive pas à faire de la production. Et donc, on est très très dépendant de façon générale, ce qui nécessite donc le fait de coopérer. Et donc, ce qui ouvre en fait la porte au conflit entre les pays voisins, notamment par exemple à la question des conflits entre l'Égypte essentiellement, etc. Donc, en termes d'eau. La demande d'eau excessive s'explique par la surpopulation. Aujourd'hui, donc, il y a une forte demande d'eau face à une pression démographique qui est très importante et ce qui crée davantage une certaine concurrence entre les secteurs. Il faut savoir également que la pénurie d'eau, elle a donc des conséquences qui sont en particulier donc néfastes et importantes, négatives sur la croissance économique, donc sur plusieurs indicateurs, la santé publique, la qualité de vie en particulier, la sécurité alimentaire ainsi que la stabilité régionale. Maintenant, donc, je passe aux impacts.
Donc, au niveau de ma thèse, je m'intéresse à une combinaison d'approches, à savoir quantitative et qualitative. Bon, l'étude quantitative peut, peut, peut vous paraître assez sophistiquée et assez même appliquée et orientée vers les mathématiques. Mais aujourd'hui, en fait, l'estimation des données de panel est une technique qui est très utilisée dans l'étude des vagues migratoires en termes de point de vue économique. Au niveau de l'étude qualitative, je m'intéresse en fait aux pratiques d'adaptation, en particulier d'une région qui s'appelle El Marj, qui est située à l'est de la Libye, face au changement climatique, en s'appuyant sur une technique qui s'appelle la technique de récit de vie. Au niveau de l'étude quantitative, je m'intéresse en fait au niveau mondial et à l'étude qualitative, ce sera en particulier au niveau des ménages. Donc la revue de littérature aujourd'hui nous dit pour l'étude quantitative qu'il existe une relation entre la migration et le développement. C'est une chose qu'on pourrait justement comprendre au niveau de l'étude des modèles de gravité. Aujourd'hui, donc les modèles qui sont proposés par Ravenstein sont très utilisés dans la mesure où ils traitent des indicateurs donc, climatiques, par exemple pour les réfugiés climatiques, les indicateurs politiques, les indicateurs qui sont essentiellement non économiques. Et on a également d'autres travaux comme ceux de Roth et Vogler qui remarquent l'existence d'une relation inverse entre la migration et le développement. Aujourd'hui, par exemple, on sait très bien que les transferts de fonds agissent de façon positive sur le développement, en particulier dans les pays en voie de développement. Aujourd'hui, les migrants, quand ils viennent par exemple s'installer en Tunisie, ils viennent par exemple créer bien évidemment des projets, donc ils ont des ambitions qui sont très intéressantes et qui vont par la suite, en fait, avec ces ambitions, pouvoir faire face à la pauvreté justement dans leur pays d'origine. La relation des changements climatiques et migration est très abordée dans les travaux qui portent sur les effets des températures et des précipitations. Aujourd'hui, on remarque qu'il y a un effet direct. Et aujourd'hui, on peut dire aussi que les changements climatiques provoquent une hausse des flux migratoires, ce qu'on peut justement remarquer dans l'ouvrage de Bakos et Hall qui a été publié en 2015, et qui induit l'émigration des pauvres vers les pays riches. Dans l'étude qualitative au niveau des ménages, je me suis basée sur l'ouvrage de Haddo et Woden qui a été publié en 2014, sur les précipitations du changement climatique, les chocs climatiques, les chocs économiques et leurs impacts sur les ménages. C'est-à-dire comment les ménages en fait ont pu s'adapter avec ce contexte-là. Donc pour l'étude qualitative, le terrain de l'enquête aujourd'hui se déroule, elle est toujours en cours parce que avec le contexte actuel, c'est assez compliqué de pouvoir le faire dans des conditions favorables, mais elle est toujours en cours avec la population qui est issue de Jabal Akhdar, en particulier El Maj, ou bien résidant à Benghazi. Pourquoi je me suis intéressée en particulier à ceux qui résident à Benghazi? Parce que c'est à partir des migrants qui résident à Benghazi que je pourrais éventuellement comprendre quels sont les impacts en fait qu'ils ont ressentis quand ils étaient dans leur pays d'origine, c'est-à-dire dans les régions de Jebel al-Akhdar, et comment ils font aujourd'hui, comment ils s'adaptent, est-ce qu'ils sont bien insérés, est-ce qu'ils sont dans une situation de chômage, quelle est leur situation donc, actuelle à Benghazi. Et ce que j'ai pu constater aujourd'hui, dans les résultats préliminaires, avant et après le départ, j'ai constaté qu'il y a en général une précarité économique, c'est-à-dire un chômage qui est important, une perte de revenus, des revenus qui sont également instables. Aujourd'hui, on a des Libyens, par exemple, qui optent en fait à la création des projets dans le secteur privé. Il y en a en fait qui ont pu quitter leur poste. Et donc, aujourd'hui, la situation économique est très instable à Benghazi. Une précarité sociale de la population également issue de classes sociales populaires et essentiellement qui viennent en fait des milieux ruraux. Il y a également une précarité éducative. Aujourd'hui, donc le niveau éducatif, que ce soit pour l'enseignement primaire ou bien secondaire ou au-delà de tout ça, donc les niveaux éducatifs restent très bas et les structures restent également défavorables.
Aujourd'hui, oui, nous pouvons appeler donc le changement climatique comme une crise humanitaire. En effet, il y a eu donc une catastrophe naturelle déclenchée en 2020, donc récemment en fait vers novembre, qui a pu provoquer des effets néfastes. En fait, donc plusieurs Libyens ont dû quitter leur zone d'origine, leur région d'origine. Aujourd'hui, ils sont dans la pauvreté à Benghazi. Ils étaient déjà dans le contexte de pauvreté quand ils étaient à Benghazi. Et il y a eu également des morts, etc. Donc, ils n'ont pas essentiellement pu maîtriser en fait cette crise. Donc, mon étude, elle s'appuie sur une approche qui est également compréhensible en faisant référence aux techniques de récit de vie qui permet éventuellement de comprendre l'évolution de cette précarité, comment elle se manifeste et quelles sont les étapes de cette intégration, on peut dire économique ou bien sociale, que ce soit avant ou bien évidemment après le départ. Donc, les entretiens que je suis en train d'effectuer aujourd'hui sont essentiellement individuels, téléphoniques et en ligne. Donc, j'ai préféré bien évidemment exposer un des témoignages d'une participante qui a accepté à faire l'entretien avec moi pour le contexte de mon projet de thèse. Elle m'a dit qu'en fait, la population du Malj, elle souffre en fait des conséquences qui sont néfastes en raison des inondations. Il y a ceux qui se sont déplacés vers des régions donc différentes, vers Benghazi, ou bien El Beda, ou bien évidemment Derna. Aujourd'hui, donc, nous pouvons dire que ces conséquences en fait ont eu des effets néfastes sur la population. Et donc, aujourd'hui, il y en a ceux qui vivent par exemple dans des immeubles flottants, donc dans plus de 4 ans. Ils n'ont pas pu donc migrer et justement ces immeubles en fait sont devenus inhabitables. Ces catastrophes révèlent en outre l'absence de l'État, donc il n'y a pas d'État aujourd'hui en Libye. De nombreuses familles n'ont toujours pas reçu d'aide ni de couverture de contrepartie de la part de l'État, ce qui les force essentiellement à migrer. En fait, cette participante connaissait un quartier qui a été constamment touché, qui était juste à côté de la zone où elle habitait, qui a été constamment touché par ces désastres. Donc, les résidents sont nombreux jusqu'aujourd'hui et elle est étonnée du fait que l'État n'intervient toujours pas. Les incendies causés par l'électricité également ont provoqué au moins 2 morts qui habitaient justement dans cette région qui a été délaissée. Avec toute cette perte, il n'y a pas donc de réponse. La situation du logement est également désastreuse. Il n'y a pas d'initiative de responsabilité de la population. Également à l'échelle globale, parce qu'en fait, elle pense que on n'est pas en train de faire des efforts en faveur du climat. Elle pense qu'on doit adopter des stratégies de prévention environnementale, sanitaire et surtout psychologique pour pouvoir agir positivement sur la mentalité de la population afin de pouvoir améliorer cette société en fait qui pour elle reste inégalitaire, traditionnelle et surtout vulnérable. Aujourd'hui, donc, les pluies en fait, qui ont frappé la région de Marj en novembre 2020 ont eu un impact divers dans des différentes zones. Aujourd'hui, nous sommes en présence d'une situation de non-migration également parce qu'il y a encore des migrants qui n'ont pas encore migré. Et donc, ce qui constitue un cas particulier et préoccupant, notamment lorsqu'il s'agit d'une trappe, ce qu'on appelle une trappe à non-migration. Cette situation survient en outre quand les populations sont constamment exposées au changement climatique, qui souhaitent partir mais qui sont obligés de rester sur place en raison de leur vulnérabilité, surtout exacerbée par le changement climatique. De plus, on peut dire que les conditions préexistantes de vulnérabilité, elles varient, en fait, elles ne sont pas les mêmes dans chaque zone. C'est en fonction des zones, c'est en fonction du contexte climatique dans chaque village, qui aujourd'hui d'une influence très significative par rapport à l'impact justement des inondations sur les populations. On peut également remarquer que l'objectif en fait avec les informateurs clés auxquels j'ai fait donc, ces entretiens n'a été que de comprendre l'ampleur de ces dégâts et de comprendre réellement les besoins humanitaires qui découlent donc, et les impacts en particulier des inondations dans ces zones-là.
Ici, bien évidemment, la stratégie identifiée est une stratégie d'adaptation. Les habitants quittent leur lieu de vie, d'origine, pour migrer vers les endroits qui sont, on va dire, entre parenthèses, plus cléments, où les conditions de vie sont mieux qu'avant. Cette évaluation permettra justement d'identifier les besoins humanitaires préliminaires, prioritaires surtout, dans les différents secteurs afin de comprendre les informations cohérentes et de répertorier et de comprendre mieux les différents défis. Au cours de mon projet, j'ai rencontré plusieurs difficultés, euh, à savoir donc la difficulté d'accès direct aux informateurs clés. Donc en fait, ces informateurs clés, ou bien ces personnes qui ont accepté de faire l'entretien, avaient une préférence d'entretien téléphonique plutôt que les questionnaires, donc les méthodes classiques. Ils exprimaient, enfin, je comprenais qu'il y avait une certaine méfiance, etc. Et ce qui faisait en sorte que la conduite des entretiens était assez compliquée. Les conditions sont défavorables. Il y a une coupure d'électricité et d'internet en fait chez la population, ce qui fait que j'ai toujours des difficultés à les rejoindre. Les communautés ne sont pas informées et préparées par rapport aux inondations, parce qu'ils ne savent pas réellement quand est-ce que ces inondations ils auront lieu. Le temps imparti et le contexte actuel rend difficile la conduite des recherches sur le terrain. Euh, en ce qui concerne l'étude qualitative, certaines options auraient pu bien évidemment être envisagées, comme par exemple ce qu'on appelle le tracking, qui a été très utilisé récemment dans la plupart des rapports d'évaluation des impacts climatiques dans plusieurs zones, afin de se tenir justement à cette ligne de sélection des enquêtés. Cette technique on peut dire qu'elle est extrêmement complexe ou bien coûteuse en temps, mais surtout enfin, en argent et surtout en temps. Et c'est pour cela que je n'ai pas pu l'envisager. Pour l'étude quantitative, donc j'ai procédé à l'estimation, ce qu'on appelle l'estimation en utilisant une technique de modélisation en économie, ce qu'on appelle la modélisation à travers la meta-analysis en anglais, à travers l'économétrie des données de panel, en estimant en utilisant un logiciel qui s'appelle bien évidemment Stata, en faisant référence, en se concentrant essentiellement sur 60 pays. Donc, ces pays-là, en fait, sont essentiellement des pays en voie de développement. Entre la période de 2000 jusqu'à 2019, donc j'ai utilisé en fait cette technique pour comprendre comment les flux migratoires évoluent dans le temps. Donc, on a la dimension temporelle, on peut ressortir la dimension temporelle de cette étude et la dimension spatiale pour comprendre un peu comment comment en fait agissent en fait ces effets, notamment sur les pays et notamment sur le temps là. Donc la variable utilisée et la variable à laquelle je me suis intéressée, c'est la variable asylum migration, sur la database ou bien la base de données de la Banque mondiale. Dans laquelle on peut trouver également le nombre de réfugiés, le nombre de migrants, etc. Mais là, je me suis intéressée particulièrement sur le nombre de réfugiés. Donc j'ai adopté, j'ai utilisé un modèle d'estimation dynamique en utilisant plusieurs variables avec des coefficients, donc au moins plus de 10 coefficients pour comprendre justement comment en fait fonctionne cette technique de modélisation. Les données utilisées sont issues, comme j'ai dit, en fait, de la base de données de l'OCDE, de l'UNHCR, de la Banque mondiale, et qui couvre la période qui va donc de 1995 jusqu'à 2019. Au niveau de cette étude, en fait, j'ai pu également rencontrer des problèmes, ce qu'on appelle des problèmes de collinéarité, parce qu'aujourd'hui, c'est pas facile d'avoir des données qui sont fiables, et surtout de faire des méthodes d'estimation avec des résultats qui sont très robustes pour l'étude. Voilà. Des variables indépendantes, les variables que j'ai cherché à expliquer en fait sont de différentes natures, à savoir les variables économiques, politiques, démographiques, juridiques, mais surtout aussi environnementales. Je me suis référée à la base de données de la Banque mondiale, de Freedom House, Amnesty International et comme j'ai dit, de la Banque mondiale. Et je me suis intéressée à des indicateurs économiques, essentiellement dans le taux de chômage,
qui a été énormément abordé dans la plupart des écrits qui traitent le contexte du marché de travail, essentiellement un différentiel de revenus entre les deux pays, qui est considéré comme un facteur important aujourd'hui dans l'explication des facteurs engendrant les migrations. Des facteurs également démographiques et politiques. Par exemple, on a les indices de liberté civile, les indices de terreur, pour comprendre en fait comment fonctionne en fait l'évolution des indicateurs, on va dire politiques, notamment par exemple en termes de modèles, ce qu'on appelle du modèle push and pull factors, et comment interagissent en fait les indicateurs de répulsion. Aujourd'hui, enfin, je suis toujours en train de faire l'estimation au niveau de cette modélisation. Donc, je suis toujours en train de repérer les indicateurs environnementaux pour les pays de destination pour comprendre comment évoluent en fait ces indicateurs, et pour comprendre surtout est-ce qu'il est essentiel de prendre en compte la quantité par exemple de CO2 émise dans le pays de destination. Est-ce qu'aujourd'hui elle est considérée comme un facteur d'attraction, et l'accès à l'eau potable au niveau des pays d'origine en particulier. Par exemple, il y a plusieurs écrits en fait qui ont abordé le contexte du manque de ressources, notamment en termes d'eau. Aujourd'hui, dans la plupart des écrits qui portent sur les migrations internationales et leur rapport avec les indicateurs du manque d'eau, en fait, on pu comprendre que aujourd'hui, par exemple, dans la plupart des pays en voie de développement, on peut, en fait, ils sont justement plutôt caractérisés par un manque d'accès d'eau, ce qui peut relever en fait le degré, ce qui peut être considéré comme un indice en fait aujourd'hui de pauvreté. L'estimation par la méthode des moindres des carrés ordinaires, c'est une estimation qui est la plus classique et qui m'a permis justement de comprendre que les coefficients que j'ai utilisés associés à l'indicateur de stock of migrants, des stocks de migrants, et les indicateurs politiques sont statistiquement significatifs. Donc, elles m'ont permis d'afficher une p-value qui est inférieure à 1%, ce qui permet de confirmer la robustesse de ces indicateurs. Aujourd'hui, et comme nous pouvons voir dans la plupart des articles social, économique, etc., dans le contexte migratoire, le rôle des réseaux aujourd'hui joue un rôle important dans le processus de décision de migrer. En effet, plus le stock des migrants augmente dans le pays de destination, plus la communauté des migrants augmente dans les pays de destination, plus ça provoque une baisse des coûts de transaction. Aujourd'hui, avec la technologie, par exemple, on peut dire que il sera plus facile, par exemple, d'avoir accès aux informations par rapport à avant. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup moins coûteux par rapport à avant. L'estimation par la méthode des moments généralisés, c'est une estimation en fait qui est utilisée pour relever l'endogénéité, c'est-à-dire que aujourd'hui il faut repérer cette variable qu'on veut expliquer, et l'évolution de ces variables peut justement nous expliquer le fait qu'il y a l'existence d'autres indicateurs au-delà des indicateurs classiques. Par exemple, ici on a par exemple la hausse d'un point de pourcentage du taux de croissance est accompagnée par une hausse de 2% des flux migratoires. Donc il y a une relation entre le taux de croissance en économie et les flux migratoires. Et ce qui confirme par ailleurs la validité du modèle de Todaro, c'est-à-dire le paradoxe de Todaro, qui a été élaboré en 1970. En effet, ce n'est pas la création de l'emploi qui permettrait de réduire le chômage. Ici, par exemple, on doit prendre en considération des facteurs sociaux, on doit, par exemple, prendre en considération la segmentation, toutes ces méthodes en fait à partir duquel on peut comprendre qu'il est important de prendre en compte les discontinuités justement sociales. Le taux de croissance n'est pas un indicateur de bien-être. Aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'un pays affiche un taux de croissance positif que tout va bien, que les flux migratoires vont baisser. Au contraire, ceci confirme l'importance de l'évolution des indicateurs politiques d'un autre part, social, dans le pays d'origine, et également d'origine bien évidemment, on peut dire les facteurs répulsifs, en fait, expliquent le fait que
Le contexte politique est très précaire. Le contexte politique et social est très précaire dans le pays d'origine et de point de vue climatique dans le pays également de destination. Ce qui nous laisse penser sur les effets en fait de l'interaction des indicateurs également climatiques par rapport au flux migratoire. Ceci nous donne également un éclairage nouveau donc, sur le rôle des échanges commerciaux. On sait très bien que depuis que la révolution industrielle a eu lieu, donc il y a eu des échanges importantes commerciaux, ainsi que les liens de parenté, les variables politiques et les indices de terreur relèvent de l'existence d'une relation d'élasticité entre ces variables par rapport au flux migratoire. Ce que j'ai pu conclure, donc, c'est qu'il y a une consistance, une importance des modèles de flux, des modèles de gravité qui, pour moi, vont rester pérennes en fait dans l'étude des politiques migratoires. Par exemple, aujourd'hui, on peut constater que les migrants, par exemple, qui vont vers des pays développés, se retrouvent dans des situations précaires dans les camps de réfugiés. Donc, ce n'est pas parce qu'ils migrent qu'ils vont essentiellement pouvoir trouver un emploi, vivre une vie de dignité. Aujourd'hui, on voit en fait les conditions de vie des migrants actuels, que ce soit en Europe, etc. Mais en fait, je pense également que le modèle de paradoxe, le paradoxe de Todaro, il est très intéressant dans la mesure où il nous laisse réfléchir sur les dimensions, on va dire, plus sophistiquées, sur les dimensions qui ne sont pas classiques. Et aujourd'hui, on peut dire également que les constatations de recherche sur l'identification des facteurs qui déterminent également la direction et l'intensité des flux de réfugiés, elle exige justement d'être abordée dans une approche qui est multidisciplinaire à mon avis. Le modèle de gravité utilisé présente bien évidemment des limites qui sont, on va dire, intrinsèques, qui est également liée au choix des variables. Une des difficultés est bien évidemment l'accès aux données qui sont fiables. Enfin, ce qu'on peut dire en fait, c'est que ce type d'approche porte l'impossibilité de distinguer le choix volontaire de celui forcé de personnes, par exemple, qui demandent l'asile. Aujourd'hui, ce n'est pas facile de relever le caractère, en fait, de relever justement de façon assez précise, en fait, le contexte des migrations forcées. Ce modèle fournit certains résultats qui sont intéressants également quant au comportement des mobilités des demandeurs d'asile et dont justement l'analyse mérite d'être utilisée dans des approches qui sont dynamiques et beaucoup plus multidisciplinaires. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'au niveau du changement climatique, on a un stress hydrique qui est important. On a une menace de la sécurité alimentaire également, et on a aujourd'hui un manque de ressources d'eau, comme j'ai dit, face à une pression démographique qui est importante, c'est-à-dire la demande d'eau qui augmente. On est en face à des forts risques. On est en face à forts risques, par exemple politiques, notamment en termes de tensions qui vont beaucoup plus se créer, des conflits qui seront engendrés en raison du manque de ce qu'on appelle de cette or bleue. Les migrations vers les régions urbaines limitent en effet le développement de l'agriculture et vont encore se poursuivre, notamment non seulement en Libye, mais aussi par exemple en Tunisie, etc. Aujourd'hui, on est très dépendant également vis-à-vis des importations. Donc, on n'est pas en train de produire. Et on a également des comportements individualistes, des forts points de pollution également qui requièrent donc la mise en place des stratégies d'atténuation beaucoup plus efficaces. Aujourd'hui, on peut dire que les transferts de fonds jouent un rôle important et restent de véritables leviers dans le développement, par exemple essentiellement dans les pays du Maghreb, en Tunisie, en Libye, etc. Ce qu'on pourrait justement poser comme recommandation, c'est d'adopter des politiques migratoires tout à fait adaptées face aux besoins du marché du travail. Aujourd'hui, on peut dire que mettre les envois de fonds au service de l'investissement productif dans les pays d'origine est important. En effet, les transferts de fonds, comme j'ai dit, influencent l'offre de travail. Ce qui veut dire en fait que plus on a de transferts de fonds,
plus on a de développement, on a beaucoup plus de projets qui sont créés, et ce qui permettra de faire face en fait au chômage. Donc, elle permet justement de contribuer à la création des postes d'emploi et comme j'ai dit, de faire face également au chômage. Donc, il faut également tirer parti de l'impact économique de l'immigration en se concentrant sur des politiques de migration qui sont adaptatives face aux évolutions du contexte migratoire, immigratoire, au commerce et des investissements. Il faut justement qu'il y ait un investissement important face aux objectifs de développement. En termes du changement climatique, il est important en fait de renforcer la résilience face aux impacts du changement climatique. Par exemple, l'exemple de la région de Maj en Libye, c'était juste pour vous montrer en fait à quel point la population a été vulnérable face à ces inondations. Aujourd'hui, il est important de mettre en œuvre des mesures d'adaptation pour les communautés, par exemple en termes d'inondation, d'érosion côtière, etc., de prévention, de coopération, de partenariat avec, pourquoi pas, des organismes internationaux, par exemple de recherche, pour une meilleure évaluation surtout des risques, parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est compliqué en fait d'évaluer les risques. Et il faut surtout aussi planifier et suggérer des solutions d'adaptation à travers des mesures que moi j'appelle ad hoc, parce qu'en fait, elles dépendent en fait de l'évolution du contexte des changements migratoires, et ce sont ces politiques en particulier qui vont pouvoir répondre en fait à ce contexte en particulier de vulnérabilité. Au niveau de la Libye, ce qu'on pourrait recommander, par exemple, particulièrement aux associations libyennes, c'est de soutenir la création d'activités qui peuvent, par exemple, générer, pourquoi pas, des revenus pour les populations locales, à travers des propositions de projets relatifs à l'adaptation, par exemple en Libye. Aujourd'hui, il sera intéressant de soutenir les actions de sensibilisation par exemple, l'organisation des dispositifs qui seront intéressants, par exemple, pourquoi pas des foires sur l'environnement, par exemple, et des moyens de préserver, de gérer durablement surtout les écosystèmes dégradés et menacés. Il est également important de promouvoir les échanges d'idées et de pratiques entre les associations des diverses régions, qu'il y ait surtout, on va dire, une coopération entre ces associations, parce qu'en fait, aujourd'hui, par exemple en Libye, il y a des associations libyennes qui opèrent dans ce contexte, mais aujourd'hui, on va dire, elles n'ont pas un impact qui est très important à l'échelle nationale, et donc, elle propose donc des activités qui sont intéressantes, mais ne sont pas trop en train d'évoluer. Donc, on peut par exemple proposer de consacrer une catégorie statistique relative aux migrations induites par les changements environnementaux en termes de collecte de données sur la mobilité humaine, par exemple en Libye, qui aujourd'hui, à mon avis, est très délaissée comparée par rapport à la Tunisie, par exemple. Soutenir la réalisation d'études interdisciplinaires qui est orientée sur les écosystèmes en situation aujourd'hui critique dans les régions afin de repérer les besoins, les pratiques et les stratégies d'adaptation des populations des écosystèmes qui sont aujourd'hui menacés sur le long terme. Il faut surtout, par exemple, encourager la réalisation d'études sur les migrations internes et externes, par exemple, comme j'ai précisé, pour évaluer les impacts sur les zones d'accueil en termes de logement, d'emploi et d'apport économique, de comprendre le coût de vie, de transport, etc., ainsi que la modification environnementale et de développement urbain, mais de comprendre également les influences, par exemple, sur les zones de départ en matière d'environnement, d'activité rurale et de développement. Il est justement également important de soutenir la réalisation d'études sur les migrations internationales et régionales, particulièrement en Libye. Je vous remercie donc pour votre attention. Eh bien, c'est nous qui te remercions, Hiba, pour cette, en ce qui me concerne, très belle et très enrichissante présentation. D'abord, ça montre qu'il y a vraiment un travail colossal qui est en train d'être fait. Ton approche n'est pas des plus faciles, je pense. Tu es en train de croiser pas mal d'éléments. Et j'ai envie comme ça, d'une manière très spontanée, de faire deux remarques.
La première, c'est que je suis très très contente qu'on a planifié cette rencontre en coordination avec El Khamis au studio parce que en fait, je pense que pour moi en tout cas et pour le projet qu'on est en train de coordonner à l'IRMC, ça montre l'utilité et ça montre l'efficacité de la jeune recherche en Libye ou ailleurs, mais ça montre que la jeune recherche, elle a son mot à dire et elle a son regard, elle apporte de la fraîcheur, je dirais, si je peux dire, sans vraiment évidemment oublier les efforts de ceux qui nous ont précédés, mais je pense qu'à travers ta communication aujourd'hui, le projet qu'on est en train de coordonner à l'IRFC trouve vraiment toute son utilité. Ça, c'est de un. De deux, je pense que tu nous as fait un très beau plaidoyer pour sensibiliser les gens à la question du changement climatique. Toutes les voix qui sont nombreuses malheureusement, qui disent aujourd'hui que vous êtes en train d'exagérer, je pense que tu nous as montré d'une manière très simple mais très démonstrative et très précise euh, notre responsabilité en tant que citoyen, je dirais d'abord, mais aussi en tant que chercheur, pour alerter les autorités, pour alerter l'environnement proche, pour alerter et pour se sentir vraiment responsable par rapport à la question du changement climatique que certains trouvent des fois comme un complot pour détourner l'attention des fois des gens. Mais ce que tu nous as montré, il fait peur d'un côté, mais je pense qu'il nous rend vraiment très responsables par rapport à ce qu'on est en train de vivre, mais par rapport aux générations futures. Hein. Quand vous dites 2100, c'est vrai que pour nous c'est lointain, mais c'est demain. Il faut penser aux générations Voilà, futures aussi. c'est une responsabilité. Et je pense qu'encore une fois, c'est là le rôle des chercheurs et des études économiques et des études en sciences humaines, des études qui se font à l'université. Juste un peu pour répondre à ceux qui disent que ça montre l'utilité en fait du savoir. C'est l'utilité du savoir pour prévoir des crises, je pense, qui vont avoir lieu, comme tu viens vraiment de le démontrer, c'est-à-dire des gens qui quittent leur région, qui sont déjà dans une situation de vulnérabilité et qui vont l'être encore plus dans les régions qui vont les accueillir. Et vis-à-vis de l'État, c'est un problème qui se pose de plus. Et s'il n'y a pas ce genre d'études, de réflexion, de démonstration, eh bien, et si l'État ou tous les gens qui sont dans le pouvoir ne sont pas à l'écoute de ce genre d'études et de recherches, c'est-à-dire que vous leur montrez le chemin, on va dire, quelque part. Alors moi, franchement, je n'ai pas vraiment une question très très précise, c'est juste que, je dirais par déformation académique quelque part, j'ai une petite question relative aux femmes, parce que les femmes, elles sont beaucoup plus... Y a-t-il possibilité, dans la complexité de la recherche que tu présentes, est-ce que normalement, les femmes, on sait qu'elles sont déjà dans une situation de vulnérabilité, et est-ce que c'est possible aussi que dans ce que tu es en train de monter, dans ce que tu es en train de nous montrer, d'observer, et j'ai vu que le témoignage que tu as montré, c'est celui d'une femme, si elles ont exprimé des vulnérabilités ou des difficultés à s'établir, euh, à faire face à ce problème beaucoup plus par rapport à quand c'est une famille ou quand c'est des hommes qui le font. Hein. Peut-être que ma question n'a pas lieu, mais je pose la question comme ça. Et surtout, si on est dans un schéma classique de migration, parce que moi je sais que par exemple, surtout dans le monde arabe, c'est d'abord l'homme qui migre pour assurer plus de moyens et que si jamais c'est la famille qui rejoint après, c'est toujours la responsabilité de la femme d'entretenir la famille, voilà les relations. Est-ce qu'on on est dans cette situation ou est-ce que, enfin dans ce schéma plutôt, ou est-ce que c'est vraiment une migration forcée dans le sens où c'est vraiment tous les membres de la famille qui doivent quitter aussi? D'accord. Bah, merci pour cette question, Naila. En tout cas, j'ai posé la même question en fait quand j'étais en cours de rédaction de mon projet de thèse, qui pour moi est très très intéressante justement et dans laquelle je pourrais justement travailler un peu plus. C'est vrai qu'en fait,
le rôle de la femme, en fait, il est assez différent, en fait, on va dire, par exemple, en Libye. En ce qui concerne la migration forcée, moi, je dirais que, en fait, aujourd'hui, on voit plus de familles, en fait, qui partent. Il n'y a pas de migration, on va dire, individuelle, de façon générale. Parce qu'en fait, vu qu'elles sont originaires des quartiers ou des régions qui sont rurales et défavorisées, elles sont obligées de quitter vers des milieux urbains, c'est-à-dire à Benghazi, etc. Mais par la suite, il y a des femmes qui ne trouvent pas d'emploi, il y a des femmes qui ont des difficultés de s'intégrer. Par exemple, on va dire au niveau des villes, en fait, le contexte il est différent, il varie. Par exemple, à Tripoli, dans la capitale, il y a plus d'opportunités. Si par exemple elles veulent s'investir, si elles veulent créer des projets, etc., par rapport à Benghazi, parce qu'en fait, à Benghazi, il y a la présence donc des organismes internationaux de recherche, etc., à mon avis, elle est moindre. Donc, j'ai pu uniquement relever le caractère un peu forcé au niveau de mes entretiens. Mais ce que je peux dire de façon générale, en fait, au niveau national, le rôle de la femme, il a constamment changé depuis que la révolution elle a eu lieu. En fait, aujourd'hui, les femmes, elles sont beaucoup plus orientées, on va dire, vers le secteur privé. Elles sont très, très encouragées par la création des projets. Aujourd'hui, par exemple, j'ai rencontré auparavant, en fait, c'était avant le projet de thèse, des femmes et des filles qui sont de jeune âge, mais qui ont des projets qui sont très, très intéressantes. En faveur du développement en Libye, donc des projets que ce soit, enfin des PME, en fait, elles ont créé par la suite des PME, etc. Elles ont pu donc bien évidemment obtenir des financements des organismes de recherche étrangères, mais elles ont pu se débrouiller toutes seules. Elles ont pu faire donc elles ont pu sortir avec des résultats qui sont très intéressants. Et je pense qu'on est toujours en fait sur le bon chemin. Et voilà, c'est ce que je peux dire. Oui, merci. Est-ce qu'on prend des questions? Normalement, on arrête le Ah, live d'accord. à partir de là, Mais parce que c'est oui, difficile pour bien sûr. avancer. Mais on peut garder peut-être. Moi, je voudrais, si je pouvais poser des questions, parce que moi aussi, je vous remercie pour cet exposé très complet qui donne vraiment envie de voir comment vous allez avancer, parce que je trouve que c'est un sujet très neuf et qui pose des questions, qui croise des questions et des domaines, et c'est très intéressant pour la Tunisie et pour la Libye. Je pense que c'est vraiment un questionnement qui est utile pour les deux terrains, si je puis dire, et pour d'autres évidemment, mais je parle de la contiguïté entre l'Algérie et la Tunisie. Je pense qu'elle peut nous donner aussi une teneur de questions qui est très intéressante. Mais j'aurais voulu en savoir plus. Vous avez parlé à un moment des associations libyennes sur ce sujet-là, Oui. et j'aurais voulu que vous nous en disiez un peu plus sur ces associations, et puis sur les différences un peu de leurs actions, comment est-ce qu'elles sont orientées. Et je ne sais pas, je n'ai pas très bien entendu, peut-être que je n'ai pas bien écouté. Est-ce que véritablement, quand vous avez dit qu'il y a des associations qui s'en occupent, est-ce que ça veut dire qu'il y a des associations qui s'occupent des problèmes des migrations en croisement avec les problèmes climatiques et les problèmes environnementaux? Ou est-ce que c'est les associations sur les migrations en général voilà. Est-ce que le croisement entre les recherches sur l'environnement, les questions environnementales et les questions migratoires sont l'objet de certaines associations en Libye? Ce qui serait formidable et très intéressant à Oui, connaître. tout à fait, oui, je suis d'accord. En fait, donc, les associations dont j'ai parlé, elles sont composées en fait dont les membres en fait ils ont un profil qui est assez différent. En fait, c'est essentiellement des chercheurs ou bien des ingénieurs dans le domaine de l'hydrologie, enfin, c'est des personnes qui sont spécialisées dans le domaine climatique, environnemental, etc. et qui s'intéressent particulièrement aux enjeux environnementaux et climatiques. Mais en fait, ils font des efforts pour pouvoir atteindre la population de régions défavorisées. Pardon. Par exemple, aujourd'hui, en fait, dans le contexte, par exemple, de l'irrigation en termes d'eau, ils ont pu, par exemple, proposer des applications pour pouvoir faire en sorte que les populations de la région défavorisée aient plus facilement accès
à la technologie, c'est-à-dire que, par exemple, ils peuvent observer, par exemple, l'évolution en fait de la cultivation. En fait, c'est des techniques en fait pour mieux mener la cultivation, pour mieux voir la profondeur de la terre, etc. Donc, en fait, ils développent des applications qui, aujourd'hui, en fait, ils sont aujourd'hui euh, euh, très intéressants et je crois qu'ils ont commencé en fait à avoir de l'importance et je crois aussi que par exemple au Maroc, cette technique, cette application en fait, elle a été aussi reprise. Donc je pense en fait que donc, en fait, ce côté-là, ce côté du savoir-faire, etc., je pense qu'il est important et qui permettra justement d'atteindre en fait les régions en fait défavorisées et qui leur permettra justement de faire face en fait à ces risques-là, de mieux mener la cultivation, etc. Donc, et d'avoir en fait recours à des pratiques beaucoup plus positives en fait. Oui, et ce qui me semble intéressant, c'est que dans les entretiens, par exemple, Oui, vous pourriez justement interroger ces ingénieurs et tout à ces fait. chercheurs, parce Par que la suite, oui. je comprends votre point de vue d'aller voir ceux qui sont, mais en même temps, je pense que cette conscience scientifique Tout à fait. qui existe, à mon avis, elle peut être une orientation très intéressante de votre travail. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les gens qui vivent en vrai, mais il y a des gens qui pensent, qui agissent, qui appliquent un savoir, et je pense que ça peut être vos entretiens en tout cas, et Oui. eux ils accepteront les questionnaires, peut-être, plus que J'espère. les téléphones, en tout cas, Oui. c'est une catégorie en tout cas à mon avis que moi je trouve que ce serait intéressant de développer un peu le travail avec cette catégorie-là Tout à fait. d'acteurs, et je pense que votre thèse aussi peut avoir aussi un côté un peu original, parce qu'elle serait branchée sur ce qui se passe, Oui, mais en même temps aussi sur cette conscience vivante tout à et fait. qui est face à ces dangers et à ces phénomènes qui bougent tout le temps. Tout Et à je fait. pense que ça peut être très intéressant comme méthode, en tout Oui, cas, tout à à instaurer et à développer dans votre travail. D'accord. Je vous remercie de vos remarques très précieuses. Merci beaucoup. Donc pour le moment, et comme d'habitude, on va arrêter la transmission en direct. On va continuer les discussions dans la salle. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis sur le Facebook de l'IRMC. En attendant d'autres activités, d'autres rendez-vous, je remercie Hiba d'avoir été avec nous et je vous souhaite bon appétit. Ceux qui me regardent.